Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, il s'agit de mon bilan du Cold Winter Challenge. Donc pour rappel, en fait il s'agit d'un challenge littéraire où il y a 3 menus principaux et vous avez ensuite des sous-catégories où vous pouvez classer vos lectures. Le challenge s'est déroulé du 1er décembre au 1er février et est organisé par Book on a Cup. Et c'est le thème de cette année, c'était In the Dead of Winter, donc la face sombre de l'hiver. Et je vous avais présenté, c'était un peu avant décembre ou... Non, c'était pendant le calendrier de l'Avent, je vous ai présenté ma pile à lire. Et maintenant, il est temps de voir si j'ai suivi cette pile à lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que j'ai suivi ma pile à lire ou si je suis partie comme d'habitude en freestyle. Voilà, on ne sait jamais, hein. Allez-y, faites vos pronostics en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous pensez que j'ai validé toutes les catégories du challenge ou si vous pensez que j'ai foiré ce challenge. Voilà, allez-y, faites vos pronostics et on verra à la fin si vous aviez raison ou pas. Et donc, c'est parti, je vais vous présenter ce que j'ai lu pour ce challenge. Je commence donc par le premier menu qui se nommait In the Dead of Winter, donc la thématique de cette année, avec sa première sous-catégorie, Greetings from Krampus. Alors vous m'excuserez pour mon accent anglais, entre temps on n'est toujours pas devenu copains. Et là les mots-clés étaient divinité, nuit, sacrifice, danger, animal, enfance ou masque. Alors dans ma pile à lire j'avais mis Princesse Sarah le tome 2, La princesse déchue d'Alouette, Moretti et Bocato aux éditions Soleil. Je vous mets la couverture ici car c'était une BD que j'avais en numérique. Et donc j'ai lu cette BD, donc voilà, j'ai pu valider cette sous-catégorie. Alors je vais pas vous refaire des résumés ou voilà des avis complets sur mes lectures. Ça je vous laisserai si vous voulez vraiment tout redécouvrir, aller voir mes points lecture donc de décembre et de janvier. Celui de janvier il va arriver prochainement, donc voilà, restez à l'affût pour vraiment avoir mon avis sur les différents livres que je vais vous présenter. Et au cas où si vous voulez un peu plus d'informations aussi, il y a toujours tous les détails en barre d'infos, donc voilà. C'est pour ça que je vais aller assez vite parce que sinon la vidéo va durer des heures. Donc Princesse Sarah le tome 2, j'avais hâte de me replonger dedans. Et comme pour le tome 1, j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment de lecture, j'ai adoré les dessins, c'était sublime. Alors c'est un tome qui est un peu plus sombre étant donné ce qui arrive à Sarah. Et par contre pour moi c'est toujours autant la nostalgie de mon enfance parce que ça me rappelle l'animé Princesse Sarah que je regardais en étant petite. Sauf que là on a ce côté steampunk en plus qui est rajouté avec le côté automate. Donc je me suis régalée, j'ai passé un très bon moment de lecture. Et pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Car tout simplement ça allait avec les mots-clés nuit, danger et enfance, étant donné que c'est quand même un souvenir de mon enfance, Princesse Sarah, et voilà pourquoi je l'ai mis dans ces catégories, mais une très bonne lecture, et j'ai hâte de poursuivre cette saga. Et toujours pour cette sous-catégorie, j'ai également lu Frisson, Les gardiens de la Sainte Lance de Mark Woltenhauer et Benjamin Amiguet, et c'est aux éditions Ouzou Éclair. Voilà, je vous montre la couverture qui est sublime. Et là, disons qu'on va suivre nos deux protagonistes qui vont enquêter sur la disparition d'une relique dans un musée. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le mélange entre l'univers du cirque et celui des musées. Très bien fait. Et gros coup de cœur pour Voltaire, le gris du Gabon, le perroquet gris du Gabon. Donc voilà, ça je vous expliquerai tout dans ma chronique. Mais ici, ce livre, je trouvais qu'il allait bien aussi avec nuit, car il y a beaucoup de scènes qui se déroulent de nuit, animal, car effectivement, on retrouve Voltaire le perroquet, c'est un animal. Et enfance, car effectivement, on suit dans cette histoire des jeunes gens, des enfants bientôt ados. Mais pour moi ça allait bien que ces mots-clés. Et du coup pareil là ça a été une très bonne lecture, je me suis régalée. Et pareil vous avez aussi des illustrations à l'intérieur du livre qui sont juste sublimes. Si j'en trouve juste une à vous montrer. Alors là je vous montre mon personnage chouchou, voilà. Là vous avez Voltaire déjà. Et voilà pour les illustrations, pour vous montrer comme... là. Voilà, regardez comme c'est magnifique pour accompagner le roman. Et là, c'est une lecture jeunesse, hein, c'est un peu jeunesse dès 10 ans, mais ça se lit très vite. Et franchement, je me suis régalée. Et voilà, j'ai passé un excellent moment de lecture avec cette énigme. La deuxième sous-catégorie, c'est Un cœur de glace, froid et insensible. Et là, les mots-clés étaient magie, féminisme, gourmandise, immobilité, glace et neige. Et tout d'abord, moi j'avais mis le premier tome du manga Wandering Witch, Voyage d'une sorcière de
Jugi Shireishi, Itsuki Nanao et Azure aux éditions Kurokawa. Voilà, je vous montre la couverture. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'entamer ce manga, j'ai préféré me consacrer davantage à des mangas que j'avais déjà commencé pendant la période du Cold Winter. Et du coup, celui-ci, ce n'est que partie remise. Sinon, pour cette catégorie, à la place, j'ai lu Volva, fille de Freya, de Gaël Magny, aux éditions Le Héron d'Argent. Donc je vous montre la couverture qui est juste sublime. Et là, on est sur une histoire qui est en lien avec la mythologie nordique et les vikings. Et juste en deux personnages dont le destin est lié. J'ai passé un très bon moment de lecture également. J'ai apprécié l'histoire qui nous est présentée, surtout le fait que l'on découvre davantage le mode de vie des vikings sur Terre et non pas sur l'eau. J'ai envie de vous dire, sur les bateaux. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et aussi, on a un mélange avec de la magie. On a quand même les divinités qui s'en mêlent. Ça, j'ai bien apprécié. Après, ce que j'ai juste un peu relevé, c'est que j'ai trouvé quelques longueurs au milieu du récit et peut-être aussi quelques répétitions. Lorsque, vu qu'on est sur une narration multiple, on a nos deux protagonistes au même endroit et qu'on passe de l'un à l'autre, j'ai trouvé un peu des fois que ça se répétait, mais ça reste une très bonne lecture. Je me suis régalée. Et franchement, un magnifique objet livre pour vous montrer aussi les magnifiques illustrations. Regardez, la courte à l'intérieur du roman. Et aussi, pareil, à chaque page, vous avez ces forêts enneigées qui nous rappellent vraiment l'ambiance glacée et sauvage de ces contrées. Et donc ici, je l'ai mis dans ces catégories, je trouve que ça allait très bien avec les mots-clés magie, glace et neige, effectivement, car c'est une lecture parfaite pour l'hiver. On a de la glace, on a de la neige. Voilà, la glace, vous le découvrirez plus en détail pourquoi en lisant le livre. Et pareil pour la magie, car effectivement, la protagoniste que l'on suit est une prêtresse de la déesse Freya. Donc, qui a certaines capacités magiques. Et j'ai vraiment adoré les deux personnages qu'on nous propose et suivre leurs aventures. Donc vraiment, ça a été une belle découverte. Et aussi, ça m'a permis d'en apprendre encore davantage sur la mythologie nordique. La prochaine sous-catégorie, c'est le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver, avec les mots-clés pouvoir, amour, mythe, folklore, démon, beauté. Alors au départ, je devais lire l'Académie du disque d'argent, le tome 3, les reliques du Big Bang de L.P. Hurel aux éditions Explora. Je vous mets la couverture ici car je l'avais en numérique. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire et franchement, je suis un peu frustrée de ne pas avoir eu le temps car ça m'aurait terminé une saga et j'ai vraiment hâte de lire ce dernier tome pour savoir ce qu'il va s'y dérouler. Mais malheureusement, c'est comme ça. Il me faudrait des journées de plus de 24 heures et malheureusement, je dois faire avec 24 heures. Et donc à la place, j'ai lu le cycle des loups, donc le premier intégral, La Moira. Et là donc on a lu le tome 1, La Louve et l'enfant, c'est d'Henri Lovenbroek aux éditions. J'ai lu, voilà, je vous montre la couverture qui est sublime. Et ici donc c'est un livre qu'on a fait en lecture commune. Et on est vraiment sur un univers de fantasy avec de la magie, une jeune fille qui découvre un pouvoir en trouvant une bague dans le désert. Et plein de choses qui vont lui arriver par la suite. Alors comment vous dire, c'est un univers de fantasy qui est très vaste, on sent qu'il y a vraiment du potentiel. Mais après pour moi, cette lecture ça a quand même été une déception, car je vous avoue que j'ai lu ce premier tome mais il m'a fallu une plombe pour le lire, car voilà, je sais pas, j'étais pas plus que ça hypée par l'univers. Et quand même je me suis dit, comme c'est une saga de 6 tomes, je me suis dit, eh bien, peut-être qu'à la fin du premier tome il va y avoir un déclic et tu vas te dire, ah mais les autres tomes j'ai envie de les lire. Et ça n'a pas été le cas. Et aussi en refermant ce livre, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout attachée au personnage, que le personnage, voilà, personnage entre guillemets, auquel j'étais le plus attachée, c'était pas un humain mais un animal, c'est une louve. Et franchement, j'ai trouvé beaucoup de longueur. Moi, franchement, voilà, je vous dis, j'ai mis une plombe à le lire. Et quand je l'ai terminé aussi, ce qui m'a fait me rendre compte que, voilà, ça sera un abandon pour ma part, c'est le fait de me dire est-ce que tu as envie de connaître la suite, et que la réponse a été clairement non. Après voilà, comme je disais, ça a été une lecture commune. Alors il y a deux personnes qui ont vraiment apprécié cette lecture, moi qui l'ai quand même été jusqu'au bout mais qui sait que je ne continuerai pas la saga, et une personne qui a abandonné en cours de route car elle n'a pas accroché non plus. Et là je l'avais mis dans cette catégorie pour les mots-clés pouvoir, amour, et aussi je pense que le folklore peut aussi aller. Voilà, donc c'est une lecture que j'ai voulu tester parce que je pensais que ça me plairait, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Et ça finit en déception, mais voilà, j'ai quand même essayé avec le premier tome. La prochaine catégorie c'est Hutte, petite hutte,
tourne ton dos à la forêt et ta face vers moi. Et là les mots-clés étaient maison, secret, forêt, grand-mère, travaux d'aiguille et aventure. Alors au départ j'avais mis Au petit bonheur la chance d'Aurélie Vallogne aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, je vous montre la couverture. Et malheureusement, même si ce livre me faisait très envie, je n'ai pas eu le temps de le lire. Voilà, ce n'est que partie remise parce que je pense que pour le printemps, il peut très bien aller. Donc je vais essayer de me le caser encore ce printemps. Et donc à la place, j'ai lu M is for Monster de Talia Dutton aux éditions Delcourt dans la collection Waywiz. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique, c'était une BD. Une réécriture de Frankenstein avec deux sœurs. Et aussi j'ai trouvé que c'était une BD très belle, très émouvante, avec un style de dessin particulier car effectivement les dessins sont assez simples avec des traits assez arrondis et sur la colorisation on a uniquement la couleur verte qui est utilisée dans différentes teintes et le blanc et le noir. Et c'est ce que j'ai trouvé qui donnait un style particulier à ce roman et qui allait aussi en adéquation avec le message que l'on essaye de nous faire passer par cette BD. Et pour moi vraiment c'était une très belle découverte, vraiment beaucoup de messages, des thèmes intéressants et je ne peux vraiment que vous la recommander car moi je me suis régalée avec cette BD. Et aussi, alors pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Tout simplement car je pense que ça va très bien que les mots-clés secrets et travaux d'aiguille, étant donné la couverture, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi. Je me suis dit que ça allait bien là-dedans. Ou en tout cas, une très belle découverte que je ne peux que vous recommander. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est la chute du roi Hu, avec les mots-clés combat, cycle, changement, mort, fée, royauté. Et là, d'abord, j'avais mis Un frisson suisse, le manoir maudit de Mark Woltenhauer, aux éditions Ouzou Suisse. Je monte la couverture. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire. Là, pareil, ce n'est que partie remise car les frissons suisses, j'aime bien en lire de temps en temps et c'est toujours de très bons moments de lecture. Et donc, à la place, j'ai lu Franchir les obstacles de Fabienne Blanchu aux éditions Scrinéo. Je mets ma couverture ici car c'est un roman que j'ai lu en numérique. Et donc, pourquoi je l'ai mis là-dedans? En fait, je trouve qu'il allait très bien avec l'idée de changement. Étant donné qu'en fait on suit un jeune garçon Solal qui a 12 ans et qui suite à un accident est devenu sourd. Et Solal il est passionné d'équitation, donc c'est un livre qui tourne autour de la passion de l'équitation mais également qui parle de handicap et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait et vraiment c'était que du positif qui était transmis à travers ce message que malgré ce qui est arrivé il faut se relever, il faut se remettre en selle comme on dit. Vraiment de très beaux messages. Et c'était un plaisir de suivre Solal et son cheval dans les différentes compétitions et de voir ce qui allait lui arriver par la suite. Donc vraiment une très bonne lecture. Et en plus il y avait des illustrations qui accompagnaient le récit. Donc je trouvais que c'était vraiment encore plus... Ça nous met encore plus dedans en fait. On se sentait... on arrivait encore mieux à s'imaginer le personnage, son cheval et tout ce qui lui arrivait. Et donc pour moi c'était une excellente découverte. Et en plus c'est une lecture jeunesse qui plaira, je pense, aux passionnés d'équitation. Et toujours pour cette catégorie, j'ai également lu Altermonde d'Ari Bozzino et Paolo Antiga aux éditions Les Humanoïdes Associés. Je vous mets ma couverture ici, donc là c'était une BD. Et disons que dans cette BD, on est en 2112, si je ne dis pas de bêtises, on va découvrir qu'un mur a été érigé pour séparer. D'un côté, il y a les gens qui ont encore les richesses, les ressources, tout ça, de l'autre côté du mur, les autres ils se débrouillent. Et jusqu'au jour où un accident va arriver et va forcer justement ceux qui étaient derrière le mur à devoir le traverser et à découvrir comment vivent les gens de l'autre côté et pour essayer de survivre. Voilà, donc c'était une BD aussi très intéressant que j'ai trouvé. Alors là, ça va très bien dans cette catégorie car avec les mots-clés combat, je trouve, changement et mort. Voilà. Car effectivement, c'est pas facile. Il faudra également aussi se battre pour pouvoir obtenir sa liberté, j'ai envie de dire des fois. Le changement, on nous parle de changement climatique, de ce qui arrive à notre planète. Et aussi du changement de ce qui se passe derrière le mur, j'ai envie de dire. Et la mort, car effectivement, il va arriver pas mal de choses à nos protagonistes. Et j'ai trouvé que c'était une histoire intéressante, car elle aborde aussi des thématiques d'actualité, notamment les changements climatiques et aussi la crise migratoire.
Et la manière dont c'était abordé à travers cette BD, cette dystopie, j'ai trouvé ça très intéressant. Et justement, à la fin, on nous laisse sur une réflexion qui m'a beaucoup plu. Et en plus, on a des illustrations qui sont très réalistes, je vais réussir à parler, avec des couleurs vraiment vives, assez peps. Et voilà, je me suis régalée avec cette histoire, j'ai passé un très bon moment de lecture. Et franchement, je trouve que c'est une lecture vraiment prenante, haletante, et on s'attache à nos personnages et on a envie de savoir ce qui va leur arriver tout au long de l'aventure. Le prochain menu, c'est Féerie des fêtes avec la première catégorie, S'embrasser sous le gui, et là les mots-clés étaient romance, entre parenthèses de Noël, drame romantique, poison, manoir, gothique. Et tout d'abord, moi j'avais glissé le quatrième tome d'Acotar, Un palais de flammes d'argent de Sarah Gimas aux éditions La Martinière Fiction. Alors, je n'ai pas pu le lire pour le challenge, mais je suis en train de le lire. Là, actuellement, j'avance gentiment. J'en suis à la page 343, voilà, j'en suis ici. Un peu moins que la moitié. Je vous avoue que je suis moins prise que dans les autres tomes, c'est pour ça que je vais aussi plus lentement. Et du coup, voilà, je vais avancer à mon rythme, je vais le terminer. Mais ce ne sera pas pour ce challenge. Et donc, à la place, j'ai lu, alors, La Tour des Dragons, Le Guerrier, le tome 5 de Florian André en auto-édition. Je vous mets la couverture ici car c'était un roman que j'ai lu en numérique. Et donc, voilà, ça, je vous en ai. C'est une saga que je vous parle depuis un moment, donc je pense que certains vous connaissez à peu près le résumé, mais voilà, on est sur un monde, un portail qui s'est ouvert et qui ouvre sur un autre monde, un monde qui ressemble au nôtre au Moyen-Âge, où c'est qu'on a encore les titres de noblesse. Mais en plus de nous, ce monde a la magie. Et il est donc décidé d'envoyer des espions français pour justement apprendre la magie là-bas. Et on va suivre Robert qui va intégrer la Tour des Dragons, donc l'Académie de magie, pour justement faire sa formation. Et du coup, dans ce cinquième tome, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et je trouve que justement, ce livre allait bien avec cette catégorie qui a pour le mot-clé manoir. Car effectivement, dans ce tome, il y a un manoir qui va être représenté. Et c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans. Après, c'est un tome que je vous dis bien différent. Là, l'Académie de magie, il a fini ses études. Et on va dire qu'il se passe des choses importantes dans cet univers. Donc ce tome était assez palpitant, il se passe beaucoup d'éléments. Et je suis toujours aussi curieuse de savoir ce qu'il va arriver à Robert par la suite. J'ai également lu La Servante de Lord Blackwood de Junie Bleuet aux éditions Gaëly. Je vous mets la couverture ici car c'est aussi un livre que j'ai lu en numérique. Et ici, alors je trouve que c'est un livre qui allait bien avec romance et manoir, car étant donné qu'on est dans la noblesse anglaise, il y a des manoirs effectivement. Et alors ici, on suit Fez, qui est une jeune fille qui sert dans une auberge miteuse. Ça, voilà, ça se passe pas très bien pour elle. Jusqu'au jour où elle fait la rencontre de Lord Blackwood, qui revient d'Espagne et qui revient de la guerre d'Espagne et s'arrête justement dans son auberge. Et depuis, on va dire, sa vie va être totalement chamboulée. Alors ce livre, j'ai envie de vous dire, pour moi, c'était un mélange entre 50 nuances degrés et La Chronique des Bridgerton, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Il y a des personnages que j'ai vraiment adorés, d'autres que j'ai moins appréciés, des passages que j'ai non plus moins appréciés, mais c'était une découverte intéressante et c'était aussi prenant, je trouve, de savoir ce qui allait arriver à notre jeune servante et de voir les choix qu'elle allait faire. Et je dois dire que le dénouement final m'a surpris et que je ne m'attendais pas du tout à cela. Donc voilà, une romance historique qui se passe en 1812, si je ne dis pas de bêtises, en Angleterre. Et justement, comme je vous dis, il y a des personnages que j'ai vraiment adorés et qui valent le détour. Donc pour moi, une très bonne lecture, mais bon, attention, il y a également des trigger warnings, donc renseignez-vous avant de vous lancer dedans. La prochaine catégorie, c'est Histoire de fantômes sous le sapin, et là, les mots-clés sont fantômes, surnaturel, histoire courte, famille, partage, multigénérationnel. Alors tout d'abord, moi j'avais mis le premier tome des Couronnes de Nyaxia, le serpent et le descendant de la nuit de Carissa Broadbent aux éditions Bookmark aux éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Je vous montre la couverture. Alors c'est une belle bricasse et malheureusement je n'ai pas eu le temps de la sortir, même si elle me fait très envie. Il faut vraiment que je prenne le temps de me poser, de me dire bah cette fois je la sors, parce que comme je vous dis ça, elle me tente de fou, mais voilà, comme avec toutes les autres lectures que j'ai faites à côté, eh bien, je n'ai pas eu le temps de sortir celle-ci, mais ce n'est que partie remise, hein, comme je vous dis à chaque fois.
Et à la place, j'ai lu Tom Sawyer, le premier tome, un parfum d'aventure de L'Hermonier, Gjet et Corgier. Et c'est selon l'œuvre de Mark Twain aux éditions Jungle. Donc je vous mets la couverture ici, c'est une BD que j'ai lue en numérique. Et voilà, ben, l'histoire de Tom Sawyer, je pense que vous devez connaître. Mais le fait de le retrouver en BD, j'ai vraiment apprécié. Et je l'ai mis dans ces catégories car ça allait très bien avec histoire courte, car ça reste une BD, ça se lit très vite. Et multigénérationnel, car effectivement, Tom Sawyer, je pense qu'il a marqué plus d'une génération. Et en fait, j'ai envie de vous dire, mais en lisant cette BD, mais tout du long, j'avais la musique du générique de l'animé dans la tête. Rien que, voilà, l'évocation du nom de Tom Sawyer, j'ai le générique dans la tête. Mais j'ai apprécié cette BD, c'était vraiment beau, c'était l'insouciance de l'enfance, le fait que Tom Sawyer, on voit qu'il est vraiment très débrouillard, qu'il est très futé, il est drôle, et le style de dessin, j'ai vraiment apprécié ce style de dessin avec des couleurs très vives, très peps, et un dessin très réaliste avec du détail, et aussi vraiment une certaine accentuation sur les expressions des personnages, et c'est ça que j'ai adoré, qui allait très bien avec l'univers. Et du coup, je me suis régalée avec cette BD, et j'ai envie de dire que vu comme ça se termine, j'ai hâte de découvrir la suite quand elle sera publiée. La prochaine catégorie, c'est Au coin du feu, et là il fallait un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Et tout d'abord, moi j'avais mis La chronique des Bridgerton, le 6e tome, Francesca, de Julia Quinn aux éditions François Poche. Je monte la couverture, car les Bridgerton, je passais toujours un bon moment de lecture, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le ressortir non plus. Mais ce n'est que partie remise, hein, pour ce printemps. En général, j'en lis toujours un par année, voire deux. Et je m'en casse toujours un au printemps, donc on va le caser ce printemps. Et à la place, alors, j'ai lu Offrir un refuge de Fabienne Blanchu aux éditions Scrinéo. Je mets ma couverture ici, vu que c'est un roman que j'ai lu en numérique. Et là, je trouve que c'était aussi un roman, pour moi, qui est cocooning, car on parle de sauvetage d'animaux. Et on suit un personnage qui met vraiment tout en place pour sauver les animaux, qui apprécie les animaux plus que tout, et qui justement va décider d'aller faire du bénévolat dans un refuge, et va particulièrement s'attacher à Ulysse, un chien qui est au refuge et qui est là suite à de la maltraitance. Et elle va vraiment essayer d'aider ce chien à se reconstruire, et ça, j'ai trouvé ça très beau. Et aussi à côté, on a le thème de vraiment de un peu du harcèlement scolaire qui est mis en avant, et justement de l'importance qu'il y a d'avoir des personnes qui soient déléguées pour aider, peut-être aider les personnes qui font du harcèlement, et aussi pour pouvoir écouter les autres élèves et les représenter auprès du corps professoral. Voilà. Donc vraiment, pour moi, c'était une très bonne lecture. Je me suis régalée. Pour moi, quand on parle de cause animale, de protection des animaux, et justement d'aider des animaux à se reconstruire, pour moi, ça a été vraiment une lecture qui, comme on dit, qui m'a réchauffé le cœur et le corps. C'était très beau. Et la manière dont ça se termine, alors je l'ai vu venir, mais c'était aussi très beau, car notre protagoniste, elle imagine quelque chose, et en fait, c'est pas du tout ça, même si nous, on voit venir la chose, mais une très belle fin, et voilà, une très belle histoire jeunesse. Donc si vous aimez tout ce qui est le sauvetage d'animaux, toutes ces choses-là, et les lectures jeunesse, je ne peux que vous recommander cette lecture. En plus, il y a des magnifiques illustrations qui accompagnent le texte et qui nous permettent vraiment de nous plonger dans cette histoire. Mais vraiment une très belle découverte pour ma part. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est Deck the Halls. Et là, il fallait lire un livre avec une couverture rouge et ou verte. Alors tout d'abord, moi j'avais mis une enquête des sœurs Parker, donc là c'est le tome 29, L'impératrice de cire de Caroline Quinn, aux éditions Hachette dans la collection Bibliothèque verte. Voilà, je montre la couverture qui était bien verte. Mais je n'ai pas eu le temps de le lire, donc ce sera partie remise, hein, comme pour tout le reste. Et à la place, j'ai lu The Train, le voyage maudit de Franzo Pizarro aux éditions Le Héron d'Argent. Voilà, je vous montre la couverture qui est bien rouge, donc qui passe parfaitement pour cette catégorie. Et disons que là, on est sur un voyage entre Paris et Marseille qui ne se déroule pas comme prévu. Le train va entrer dans un tunnel, il ne va jamais en ressortir. Les occupants du train, certains vont disparaître mystérieusement. Et vraiment, ce voyage va durer un certain nombre de temps, et il va y avoir une notion en fait de survie pour les passagers restants. Donc voilà, pour moi ça a été une très bonne lecture. J'ai apprécié cette ambiance anxiogène qui nous est transmise par ce roman, car effectivement on ne sait pas vraiment ce qui se passe, pourquoi le train ne ressort pas, pourquoi est-ce qu'ils sont bloqués à l'intérieur, et où disparaissent ces mystérieux passagers. Et en plus de ça,
ils aperçoivent des ombres, des silhouettes noires, un peu squelettiques, mystérieuses. Donc vraiment, il y a de quoi se poser des questions avec ce train. Les personnages, j'ai trouvé, on a vraiment un large panel de personnages, certains plus attachants que d'autres. Et notre protagoniste principal est vraiment très intéressant du fait que on nous propose ici un personnage vraiment lambda, un personnage que l'on pourrait croiser dans la rue et sur lequel à peine on l'aurait croisé, on ne se rappellerait pas qu'on l'a croisé. Vous voyez, vraiment, le personnage passe partout. Et ce personnage aussi va devoir prendre des responsabilités que, étant donné ses angoisses, son anxiété, on ne pense pas qu'il est capable de les réaliser. Puis c'est impressionnant de voir son évolution. Et disons que notre personnage aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a une addiction très particulière que vous découvrirez en lisant ce livre. Et le dénouement final, franchement, je ne l'ai pas vu venir, je me suis retrouvée sur les fesses. Et vraiment, tout du long, je me suis posé des questions si c'était pas nous jouer un nouveau tour, mais non, non. Et on dénonce beaucoup de choses aussi dans ce livre sur notre société. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Et les chapitres bonus aussi permettent de revoir toute l'histoire ou les moments importants de cette histoire, mais sous un tout autre point de vue. Et j'ai trouvé que c'était génial, la manière dont c'était fait. Donc, je ne peux que vous recommander cette lecture. Alors après, attention, il y a quand même des trigger warnings, renseignez-vous avant de vous lancer, mais franchement, c'était un thriller vraiment, un thriller en huis clos, j'ai envie de dire, vraiment prenant. Et moi, je me suis posé beaucoup de questions sur ce qui pouvait se passer dans ce train. Je me suis totalement foirée, mais le dénouement final, alors franchement, j'étais sur les fesses et pour cela, je vous dis, c'est une lecture qui vaut vraiment le coup. Et allez-y, foncez, découvrez ce qui se passe dans ce mystérieux train. Et on arrive au dernier menu, donc avec la première sous-catégorie, stalactite ensanglantée, où les mots-clés sont thriller, policier, cozy murder, mystery, peur, frisson. Alors tout d'abord, moi j'avais mis le premier tome de la saga Martin Servaz, Glacé de Bernard Minier aux éditions Pocket. Ouais, je monte la couverture, c'est aussi une belle bricasse. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais pareil, il me fait toujours très envie. Et j'ai envie de découvrir cette saga dans l'ordre, justement, vu que j'avais déjà lu un tome, mais je crois que j'avais lu le tome 3, et là j'aimerais la reprendre dans l'ordre. Mais comme je vous dis, ce n'est que partie remise, on va voir si tout d'un coup j'ai envie d'un thriller et que je me le glisse par-ci par-là. Mais en tout cas, il me fait toujours très 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 envie. Et à la place, du coup, j'ai lu La Moisson de Karine W. Meyer aux éditions La Grande Vague. Je vous mets la couverture ici car c'était un livre que j'ai lu en numérique. Et là, alors on va découvrir, on va suivre une famille et on va découvrir en fait son quotidien dans les mines d'Alsace. Cette famille, il y a 3 enfants et les 2 parents. Et disons que voilà, le père et le frère aîné vont aller travailler dans la mine et on va découvrir ce qu'est cet univers, toutes ces choses-là. Et on est dans les années 60, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'était une lecture très intéressante. J'ai appris beaucoup de choses sur les mines. Et je trouve que cette lecture passait très bien avec les mots-clés peur et frisson, car effectivement dans les mines, il y a toujours la peur qu'il se passe, qu'il y ait un accident, ou voilà, ils étaient confrontés à quand même pas mal de choses. Et tout d'un coup, il peut y avoir aussi des tremblements de terre, donc disons que c'est assez angoissant si vous étiez dans la mine à ce moment-là. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture. On découvre des choses en lien avec les mines, comme je vous disais, mais on aborde aussi d'autres thèmes. Et on découvre aussi l'histoire à travers le point de vue des 2 frères, donc le frère aîné et le plus petit frère. Et celui-ci va aussi vivre d'autres choses qui ne vont pas être très joyeuses. Donc il y a des trigger warnings, renseignez-vous en avancée dans cette lecture. Mais pour moi ça a été une très bonne découverte. On parle de beaucoup de choses, de thèmes qui sont encore d'actualité à l'heure actuelle. Et justement, le fait de voir comment ceux-ci étaient abordés dans les années 60. Et voilà, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Comme d'habitude, la plume, elle est prenante. Et j'ai vécu beaucoup d'émotions avec cette famille. Et toujours pour cette catégorie, j'ai également lu Le Village de Nitko Takian, Franck Tillier et Camille Kochanski aux éditions Delcourt. Je vous mets la couverture ici. C'était une BD que j'ai lue en numérique. Et ici, cette BD, elle va parfaitement avec les mots-clés thriller, policier, peur et frisson. En fait, on va dire qu'on a retrouvé une 30aine de corps dans une rivière. Et suite à cela, on va essayer d'enquêter, découvrir d'où viennent ces corps. Et en parallèle, on apprend aussi qu'il y a un village, en fait, qui apparaît mystérieusement à certains endroits et disparaît. Voilà tout ce que je peux vous dire. Mais vraiment, c'est une BD
dont l'ambiance est très anxiogène. On joue à la fois sur le thriller, le paranormal, la peur, et puis justement la science-fiction. Et c'est ce mélange de tous ces genres que j'ai apprécié. Et vraiment, tout du long, on se demande mais quel est le lien avec voilà, ce mystérieux village. Et plus on en découvre dans cette histoire, mais plus j'ai envie de vous dire, mais c'est une ambiance qui est vraiment frissonnante. Il y a des passages qui font froid dans le dos. Et quand on a toutes les réponses, ben franchement, je me suis quand même dit, ah ouais, c'est... Voilà, c'est incroyable. Et aussi, la dénouement final, mais cette fin, c'est une fin qui est un peu philosophique, qui fait réfléchir, mais vraiment, waouh! Cette BD, elle est incroyable. Et par contre, pareil, au niveau du style de dessin, c'est un dessin qui est très particulier et qui va avec l'ambiance anxiogène qui est dégagée par la BD. Donc moi, je me suis régalée à ce niveau-là. C'est une BD qui m'a transportée. Il s'est passé beaucoup de choses. Et comme je vous dis, on comprend clairement qu'il y a un message écologique là derrière. Et justement, avec la fin qu'on nous propose, il y a vraiment une réflexion qui est faite. On nous laisse avec cette réflexion et waouh, moi j'ai juste envie de vous dire waouh. La prochaine catégorie c'est marcher dans la neige où les mots-clés sont nature writing, littérature de voyage, grands espaces, nature, solitude. Alors celui-ci, ça fait plusieurs fois que je le mets dans mes pieds à lire. Il s'agit de Comment les pingouins ont sauvé Véronica, donc d'Azel Prior aux éditions Piment. Voilà, je monte la couverture. Et comme je vous dis, alors ça fait déjà plusieurs fois qu'il est dans mes piles à lire, mais je ne l'ai toujours pas lu. Mais pareil, ce n'est qu'à partie remise car il me fait très envie. Et comme je vous dis, je fais des piles à lire, mais je ne les respecte pas forcément, comme vous avez pu déjà le voir. Alors, j'adore faire des piles à lire, mais pour ne pas les respecter. Et donc là, ça a aussi été le cas, mais cela n'empêche que celui me fait toujours très envie et qui va retourner dans ma pile à lire principale. Et qu'à un moment donné, je vais me dire, ah mais cette fois, c'est son moment et il va sortir. Donc voilà, ce n'est que partie remise pour le coup, comme je vous dis à chaque fois. Et à la place, pour ces catégories, j'ai lu Cro-Blanc de L'Hermonier et Laboureau. Donc c'est inspiré de l'œuvre de Jack London et c'est aux éditions Jungle. Donc je mets ma couverture ici car c'est une BD que j'ai lue en numérique. Et je vous avoue, alors Cro-Blanc, je vais peut-être pas vous faire le résumé, je pense que vous savez de quoi on parle. Mais moi, j'avais jamais lu ni vu une adaptation de Cro-Blanc. Et du coup, le fait d'avoir cette adaptation en BD, je me suis dit, ben, pourquoi pas? C'est l'occasion de découvrir cette histoire. Et là, alors, je trouve que c'est une BD qui allait parfaitement bien avec les mots-clés grands espaces et nature. Et c'est une BD que j'ai bien appréciée. Franchement, de découvrir l'histoire de Cro-Blanc, ce loup qui va passer par différents maîtres, qui va vivre des moments moins beaux que d'autres, j'ai envie de dire, qu'il va lui arriver beaucoup de choses. Et en fait, voilà, alors moi, ce qui me faisait peur avec Cro-Blanc, je vous avoue que vous savez que je suis très... Moi, on va dire, ce qui peut vraiment m'impacter, c'est de la maltraitance animale, et j'avais peur d'en retrouver beaucoup là-dedans. Alors, il y en a, mais on va dire que c'est dosé quand même pour être adapté pour de jeunes lecteurs. Et du coup, pour moi, c'est passé, mais j'ai quand même noté les trigger warnings, donc si vous voulez aller faire un tour de ce côté-là pour être sûr de pouvoir vous lancer, voilà, ils sont sur mon blog tout au fond de la chronique. Mais moi, ça a été une très belle découverte, franchement, j'ai adoré aussi les dessins qui sont très détaillés, vraiment réalistes, et pareil avec une colorisation toujours très vive, très, très belle, et on est embarqué dedans, et pour moi, ça a été un plaisir de découvrir l'histoire de Cro-Blanc, et de voir comment tout cela va se terminer pour lui. La prochaine catégorie, c'est The Wild Hunt, et là, les mots-clés sont prophétie, destinée, chasse, quête et chute. Alors au départ, j'avais mis L'ours et la renarde, le tome 1 de R11 d'or, et c'est en auto-édition, donc je monte la couverture, et je vous avoue qu'il y a celui me faisait très 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 envie, mais je n'ai pas eu le temps de le lire. Je vous dis, moi il me faut des journées de plus de 24 heures, c'est pas possible pour faire tout ce que j'ai à faire. Et je vous dis, il me fait très 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 envie, mais il y a des fois, des livres, j'aurais envie de me jeter dessus, mais après j'en lis d'autres, et voilà, donc... Là pareil, ce n'est que partie remise car vraiment il me fait très 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 envie et j'ai envie de découvrir cette plume et tout ce que j'ai entendu sur lui me donne envie de le découvrir, mais voilà, ce sera pour une prochaine fois. Et donc à la place, j'ai lu L'île de minuit, le tome 2, La femme au singe de Lilian et Grébille aux éditions Dupuis. Je vous mets la couverture ici car c'est une BD que j'ai lue en numérique. Et là, juste pour faire un résumé du tome 1, un bref résumé du tome 1, en fait, on va découvrir des jeunes gens qui arrivent sur une île,
ils arrivent, ils n'ont plus aucun souvenir de leur passé, ils ne savent déjà même plus comment ils s'appellent, les prénoms vont leur revenir au fur et à mesure. Et en explorant l'île, ils vont découvrir un pensionnat inhabité, et à l'intérieur de ce pensionnat, un mystérieux automate qui va leur donner des missions en fait. Et à chaque fois la mission est tournée d'une manière, il faut que vous réalisiez ceci, sinon il va se passer cela. Donc s'ils ne réussissent pas leur mission, leur quête, eh bien l'automate leur promet des choses pas très joyeuses. Et du coup, ben, voilà pour le résumer, parce que je peux pas trop vous en dire plus. Et dans ce tome 2, je trouvais que justement je l'ai mis dans cette catégorie car ça allait bien avec l'idée de quête, car on reste malgré tout avec cet automate qui leur donne des missions, des quêtes à réaliser, car ou sinon, malheur. Et dans cette BD, dans cette suite, alors j'ai trouvé intéressant de... Justement, on part plus sur ce côté exploration, on découvre davantage l'île. Il va leur arriver des mésaventures avec les animaux de l'île, ils vont également découvrir de nouveaux personnages qui pourraient les aider à comprendre qu'est-ce qu'ils font sur cette île et pourquoi ils sont là. Et le dénouement final, comme d'habitude, donne envie de se jeter sur la suite. Donc pour moi, c'est une très belle lecture, une lecture très intéressante. Après, ce que je regrette un peu avec ce tome, c'est qu'on a moins vu l'automate que dans le premier tome. Il a été moins présent. Et disons aussi que comme d'habitude, alors niveau dessin, je me suis régalée. Les illustrations sont magnifiques, réalistes, très belles. Et toujours très peps, c'est colorisation très vive qui me plaît. Et là, je me suis régalée à ce niveau-là, donc pareil, une lecture que j'ai adorée et que j'ai hâte de connaître la suite. Et toujours pour cette catégorie, j'ai également lu Le Dernier Oracle, tome 4, Les Pierres de Lune de Nora Curtin en auto-édition. Je vous montre la couverture qui est magnifique. Et là, alors je trouve que ce tome allait parfaitement avec les mots-clés destinés, prophétie et quête également, j'ai envie de dire. Parce que, alors si je vous refais juste en quelques mots le premier tome, en fait, nous sommes dans une cité qui vénère les oracles. Les oracles sont élus par la nature et ils sont vénérés tout simplement parce que les gens peuvent aller leur demander des prophéties. Et là, un des oracles est décédé dernièrement. La nature va devoir désigner le prochain oracle en choisissant parmi les jeunes hommes entre 15 et 18 ans. Le frère de Mara, notre protagoniste, est le pressenti pour devenir le prochain oracle, sauf qu'on va dire que lors de la cérémonie, rien ne va se passer comme prévu. Voilà tout ce que je peux vous dire. Dans ce quatrième tome, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées, comme vous pouvez en douter. On a suivi Mara à travers pas mal d'aventures, et disons que dans ce tome, Mara, je trouve, elle a beaucoup évolué. Il y a le retour d'un triangle amoureux que j'ai bien apprécié. Et aussi, disons que notre protagoniste va devoir faire des choix cruciaux et justement qu'il va se dérouler des choses très importantes dans ce tome. Et le dénouement final, je ne l'avais pas vu venir, il m'a scotché, donc voilà, une très bonne lecture. Si vous aimez tout ce qui est fantasy et que vous avez envie de vivre comment dire, une saga qui va vous faire passer par plein d'émotions, qui va vous faire, avec chaque fois, un dénouement final palpitant et aussi qui va vous faire voyager, je vous recommande vivement cette série. En tout cas moi, ça fait 4 tomes que je me régale et là j'ai hâte de découvrir le dernier tome. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est Let It Snow. Et là il fallait lire un livre dont le titre contient un mot hivernal, flocons, froid, neige, etc. Alors moi j'avais mis Ice Planet Barbarians, le tome 2, Barbarian Alien, de Ruby Dixon aux éditions BMR. Je vous mets la couverture ici car c'était un livre que j'ai en numérique. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire, même s'il me faisait très envie. Mais je vous avoue que j'aimerais quand même essayer de le lire pendant cet hiver, donc je vais quand même essayer de me le glisser sur le mois de février, voire mars si je n'ai pas le temps. Mais j'ai envie de continuer cette saga loufoque, vraiment, et qui m'avait beaucoup fait rire. Donc j'ai hâte de voir si ce tome sera dans la même ambiance que le premier. Mais du coup, ce n'est que partie remise et j'espère encore le lire cette année. Et donc à la place, j'ai lu Sœur Douglas de Gwenola Marizour et Agnès Innocente aux éditions Jungle. Je mets ma couverture ici. Donc là, c'est une BD que j'ai lue en numérique. Alors, peut-être que j'ai un peu triché, mais pour moi, ça passe. Le titre, Sœur Douglas. Parler de sport de glisse, pour moi c'est lié à l'hiver, c'est un mot hivernal, car je suis désolée mais vous pouvez pas faire du ski en été ou au printemps.
Donc voilà pourquoi j'ai mis ce livre dans cette catégorie, à cause de glisse. Voilà, sport de glisse, pour moi, c'est le ski, et donc c'est lié à l'hiver. Voilà. Donc pour moi ça passe, après, voilà, c'est discutable, mais pour moi ça allait pile poil là-dedans. Donc pour vous faire un petit résumé, on suit deux sœurs qui ne s'entendent pas vraiment. L'une d'elles est malvoyante, elle s'appelle Léonie, et elle est passionnée de sport, sauf que malheureusement elle faisait du sport avec les valides, et elle ne peut plus réaliser son sport. Donc on décide de l'envoyer à un camp de ski, mais spécial pour personnes malvoyantes. Et là, on va dire qu'elle découvre une nouvelle passion et donc sa sœur va devoir l'aider parce que justement pour pouvoir la guider lorsqu'elle descend à ski. Et on va découvrir ce qui va arriver à ces deux sœurs. Donc ici, c'est une lecture que j'ai trouvée vraiment très intéressante car effectivement on est avec deux sœurs que tout oppose, Emma et Léonie, donc ces deux sœurs, la communication est rompue ou lorsqu'elles se parlent c'est juste pour se hurler dessus. On peut comprendre la rancœur qu'éprouve Emma en découvrant justement ce qui s'est passé à l'époque où elle était enfant avec Léonie, et on peut comprendre la rancœur qu'elle éprouve envers sa sœur. Et cette aventure va les rapprocher et justement va aussi créer des liens et elles vont donc commencer le ski de manière paralympique et justement le but pour elles ça va être d'arriver à se qualifier à certaines compétitions et peut-être pourquoi pas participer aux Jeux paralympiques. Et on va donc découvrir cette aventure avec les sacrifices que cela nécessite et toutes les embûches qu'il y aura sur leur passage, mais aussi on va dire les préjugés qu'il y a vis-à-vis de ce que vivent les deux sœurs. Donc chacune le vivra de manière différente, mais c'était une lecture très intéressante, une BD. Alors aux des illustrations j'ai trouvé peut-être plus simple, aux traits plus arrondis aussi, et avec peut-être moins de détails, mais c'était magnifique. Et pareil pour les couleurs, j'ai trouvé que c'était des couleurs peut-être plus pastel, mais j'ai trouvé que c'était magnifique, que ça rendait super bien. Et à la fin, d'avoir appris justement que c'est tiré d'une histoire vraie, ça m'a encore plus émue et je peux vous dire que vraiment cette BD m'a appris beaucoup de choses, déjà sur le ski alpin en général, mais aussi sur la manière dont le ski alpin est pratiqué de manière paralympique. J'ai appris beaucoup de choses. Et après, il y a aussi cette idée que ça reconstruit un lien entre ces deux sœurs et c'est ça que j'ai trouvé très touchant. Donc vraiment une BD magnifique et que je ne peux que vous recommander, surtout à cette période de l'année. Pour la période hivernale, c'est juste parfait. Et voilà, j'arrive au bout de ce challenge. J'espère que ça vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu valider mon Cold Winter Challenge, mais sans respecter ma pile à lire ou seulement une catégorie a été respectée. Mais voilà, ça a été un bon challenge, j'ai fait de bonnes lectures. Et franchement, j'aime toujours autant ce challenge auquel je participe chaque année. Et vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi participé à ce challenge, si vous avez déjà lu certains des livres que je vous ai présentés, ou d'autres livres que je n'ai pas pu faire passer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Car comme je vous dis, si vous m'en parlez en bien, ça peut que me motiver à les sortir encore plus vite de ma pile à lire. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez aussi réussi le challenge ou pas, pour votre part. Et si vous avez une vidéo bilan qui est sortie sur vos chaînes YouTube, n'hésitez pas à me le dire. J'irai y faire un tour pour voir ce que vous avez lu de votre côté. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, vous pouvez me mettre des emojis. Donc là, vous pouvez me mettre l'emoji flocon, l'emoji avec les 3 livres empilés. Et pourquoi pas un emoji, je réfléchis, qu'est-ce qui fait bien hiver? Bah ski, voilà, en lien avec la dernière BD que je vous ai présentée. Mettez-moi des skis. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne, et ça permet aussi à d'autres personnes de la découvrir. Et sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo, et portez-vous bien. Bye bye!